Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est une véritable onde de choc qui secoue le secteur automobile et une annonce qualifiée de douche froide par les syndicats. PSA Peugeot Citroën supprime plus de 4000 postes en France. La direction précise toutefois qu'il s'agit de départs en retraite non renouvelés et pas de licenciement, ce qui fait dire au ministre de l'Industrie Éric Besson qu'il n'y aura pas de plan social, mais les salariés loin de ces considérations sémantiques aussi entre colère et stupéfaction. Socialistes et écologistes parviennent dans la douleur à un accord limité au terme d'un bras de fer sur le nucléaire. Les deux parties se sont entendues, mais pas sur l'essentiel, à savoir le chantier de l'EPR de Flamanville. Il s'agissait aussi pour François Hollande lors de ces négociations d'affirmer son leadership sur la gauche. Et y est-il parvenu? La réponse tout à l'heure de notre invité politique, le socialiste Julien Drey. Et puis l'attaque est frontale. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, dénonce l'attitude du Sénat. Selon lui, il représente la vitrine de ce que ferait la gauche au pouvoir. Des propos tenus suite à l'adoption par le Sénat la nuit dernière du budget de la sécurité sociale. Un texte très largement remanié et remplacé par une série de mesures dessinant les contours du programme de la gauche. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Une fois n'est pas coutume, dans ce contexte morose, on commence par une bonne nouvelle, relative certes, mais positive tout de même. L'économie française rebondit de 0,4% entre juillet et septembre, soutenue par la consommation des ménages. Mais cela suffira-t-il à apaiser les inquiétudes croissantes des marchés ? Pas si sûr. Réponse tout à l'heure notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. En tous les cas, dans une interview à paraître demain dans Les Échos, le ministre de l'économie François Baroin affirme que son gouvernement ne prévoit pas de troisième plan de rigueur. La croissance rebondit donc, mais les mauvaises nouvelles s'enchaînent avec des suppressions de postes à la Société Générale. Des centaines d'emplois sont menacés, mais c'est surtout l'annonce du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën et qui a provoqué une onde de choc auprès des salariés du groupe. Plus de 5000 suppressions en France. Tous les détails avec Fabrice Cunet. Ils sont venus de tous les sites du groupe. Plusieurs centaines de salariés de PSA en colère après l'annonce de la suppression de 5000 postes en France. Dans les bureaux, un comité d'entreprise houleux. Devant la porte, un face-à-face parfois tendu. Ce qui choque ces salariés, l'annonce d'un investissement de près de 4 milliards à l'étranger dans de nouvelles installations et la distribution par le groupe de dividendes. Il a dû distribuer 257 millions d'euros de dividendes cette année aux actionnaires. Ils doivent considérer que ce n'est pas suffisant. Et donc ce développement international, ne nous poserait pas problème s'il ne se faisait pas par la casse des emplois ici. Accusé d'abandonner le secteur automobile, le ministre de l'Industrie a tenté devant les députés de minimiser l'impact du plan annoncé par PSA. Il faut faire attention à ne pas nourrir des inquiétudes infondées. D'abord, il n'y a pas de fermeture de site. PSA a explicitement redit ce matin que Sével-Nord, que vous avez cité, ou Colnay ne fermeront pas. Il n'y a pas de plan social. PSA ne prévoit aucun licenciement ni aucun plan de départ volontaire. Explication insuffisante, notamment pour la gauche sénatoriale. Il faut durcir le ton face aux grands groupes comme Peugeot Citroën. Si nous n'avons pas cette politique des contreparties, à chaque fois, les grands groupes prendront l'argent, iront sur les marchés émergents et oublieront le sol national. Il faut réagir. Contrairement aux annonces du ministre, syndicats et salariés de PSA craignaient ce matin des fermetures de sites. La direction, elle, s'est contentée d'annoncer que ce plan n'aurait, je cite, aucun impact sur les programmes. Et à un peu plus de 5 mois de la présidentielle, Nicolas Sarkozy lance l'offensive très populaire à droite contre la fraude sociale. Dans un discours prononcé à Bordeaux, le chef de l'État s'est longuement posé en garant du modèle social français. Et tout au long de son propos, le très probable candidat de l'UMP en 2012 a notamment évoqué l'obligation de travail pour les bénéficiaires du RSA. Elisa Bertolomé. 10 000 premiers contrats seront expérimentés dans une dizaine de départements d'ici la fin de l'année. Moyennant salaire, les bénéficiaires du RSA travailleront 7 heures par semaine, soit 28 heures par mois pour la collectivité. L'État et les conseils généraux financeront cette mesure. Elle sera mise en place rapidement. Dès demain, les présidents des conseils généraux volontaires pour l'expérimentation se réuniront. Un décret précisera les modalités de prise en charge des aides à l'employeur. Pour Nicolas Sarkozy, cette décision va dans le sens d'une transformation de la politique sociale et permet de responsabiliser les bénéficiaires. Que l'on me comprenne bien, ce n'est pas pour punir, c'est au contraire pour respecter.
pour redonner de la dignité. On n'a pas de dignité quand on ne peut survivre qu'en tendant la main. La proposition n'est pas nouvelle. Le député centriste et secrétaire général adjoint de l'UMP, Marc-Philippe Daubresse, l'avait suggéré dans un rapport remis mi-septembre au chef de l'État. Selon l'ancien ministre des Solidarités actives, l'avantage de cette mesure est double, faciliter l'accès à l'emploi et permettre aux départements financeurs du RSA de réaliser des économies. Une préconisation qui avait d'ailleurs rencontré l'assentiment d'une majorité d'associations. Et nous avons rejoint sur le plateau du 22h ce soir notre invité politique, le député socialiste Julien Drey. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Également avec nous Jean-Louis Combeau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Pour une chronique économique dans un instant. D'abord Julien Drey, la lutte contre la fraude sociale fait son entrée dans la campagne présidentielle comme un thème majeur. C'est une bonne chose? J'espère quand même que la campagne présidentielle ne va pas, je dirais pour le président de la République, se réduire à cela. Bon, alors après qu'il faille lutter contre un certain nombre de fraudes, oui, mais les déficits de la sécurité sociale ne sont pas dus d'abord aux fraudeurs. Les déficits de la sécurité sociale sont dus à la politique économique suivie par le gouvernement. Oui, mais c'est grosso modo 20 milliards d'euros par an, c'est pas négligeable quand on cherche des économies partout. Ça, vous savez, c'est comme toujours. On donne des chiffres que personne n'est capable d'évaluer. C'est un rapport parlementaire. Oui, non, mais ils sont pas aussi. C'est pas aussi. D'abord, c'est pas 20 milliards sur la sécurité sociale. Par ailleurs, dans la fraude, il n'y a pas que les salariés qui sont responsables de cela. Et j'aimerais bien qu'on pense aussi à tous ces patrons qui ne payent pas les cotisations sociales. Mais je pense surtout que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont d'une autre nature. Et le danger avec Nicolas Sarkozy, c'est toujours la même. C'est qu'il faut qu'il trouve des boucs émissaires pour essayer de créer, je dirais, à partir de là, une campagne qui vise à dire, voyez, tout ça ne va pas, non pas à cause de ma politique, mais à cause des autres. C'est toujours la faute aux autres. Et si on reprend son discours, voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Frauder la Sécu, c'est voler. Il a plaidé pour le modèle social français. Il a rappelé qu'il y a des droits, mais aussi des devoirs. Est-ce que la gauche a un discours différent sur cette thème ? Vous pouvez. Ce qui est bien avec Nicolas Sarkozy, c'est que les discours, vous savez, vous pouvez reprendre les discours de 2007, il disait déjà la même chose. On oublie qu'il s'est passé 5 ans. Et pendant ces 5 années, il y a une politique économique qui s'est développée, qui n'a fait qu'accentuer les déficits et qui plonge la France dans une situation très difficile, qui la met d'ailleurs dans la main des marchés, puisque c'est ça le problème qui est posé. Donc il ne peut pas s'absoudre de ce qu'il a fait lui-même. Voilà. Alors après, je sais comment travaille Nicolas Sarkozy, il crée toujours des nouveaux fronts. Et puis après, nous sommes à nous d'aller sur ces nouveaux fronts et nous dire, comme vous venez de le faire, alors vous avez une position là-dessus, etc. Mais d'abord, discutons du bilan. D'abord, premièrement, après, de savoir s'il y a une autre politique possible que celle qui est proposée. Et franchement, si la seule politique économique du gouvernement consiste à dire qu'il n'y aura plus de fraude en France, notamment en la matière de la sécurité sociale, je ne suis pas sûr que dans les mois qui viennent, la situation s'améliore. Alors, puisque vous parlez du contexte économique, on va en parler avec Jean-Louis Combeau, ensuite vous réagirez. Jean-Louis, Éric Besson a dit tout à l'heure sur les suppressions de postes chez PSA, Peugeot Citroën, qu'il n'y a pas de plan social. PSA dit d'ailleurs qu'il n'y aura pas de licenciement sec, pourtant les salariés sont plus qu'inquiets. Est-ce qu'on joue sur les mots pour masquer la réalité? On ne joue pas sur les mots, mais il y a un problème de chiffres. C'est-à-dire que nous sommes quand même au 4e plan de réduction d'effectifs sur 5 ans chez PSA. En tout, on arrive à 25 000 suppressions d'emplois. Alors effectivement, il n'y a jamais de licenciement. C'est toujours des non-remplacements de départ à la retraite. Cela dit, on indique à un certain nombre d'ouvriers, de salariés que on leur fait comprendre qu'il faut quand même qu'ils partent avec des indemnités. Donc ce n'est pas à proprement parler des licenciements, mais c'est des départs plus ou moins suggérés, si vous voulez. Et donc là, on est sur 5 000 suppressions d'emplois sur la France. Ça fait à peu près 5% des effectifs de PSA. Et je vous dis, depuis 4 ans, 5 ans, ça fera 25 000. Donc il y a un véritable problème de la pérennité de la base industrielle de PSA et plus largement de l'automobile. Alors on comprend, il y a un certain nombre de choses qu'on comprend assez facilement et qui s'expliquent assez bien. D'abord parce que le marché européen recule. Si vous voulez, en un an, il recule de plus de 20%. Les commandes en Europe baissent de 9%, ont baissé de 9% les commandes, donc c'est les marchés futurs, de 15% en France. Donc il y a un véritable problème et notamment il y a une bagarre terrible entre les constructeurs, une bagarre sur les prix pour vendre, donc on est obligé de solder les marchandises et face à cela, vous avez le Brésil, vous avez la Chine, et PSA, il dit, moi, mon avenir, et je vois que le marché se réduit chez moi, il faut bien que j'aille chercher la croissance là où elle est, et où elle est, c'est en Chine et au Brésil, et c'est là où j'investis, et c'est là où sont les inquiétudes des salariés. Jusque-là, les choses sont à peu près compréhensibles. Là, on comprend un peu plus difficilement, mais comment se fait-il qu'un groupe comme Volkswagen, qui va devenir d'ailleurs cette année le premier constructeur automobile, mais grâce un petit peu au déboire de Toyota lié au tsunami. Mais enfin, quand même, comment se fait-il qu'il embauche? Il embauche notamment en Allemagne. Comment se fait-il également que PSA, sur chaque voiture qu'il vend, perd de l'argent? Il perd, c'est-à-dire qu'il a un déficit opérationnel, alors que
Volkswagen gagne 8% sur chaque voiture qu'il vend, 8% sur une voiture. Donc là, il y a un bénéfice opérationnel. Donc on est véritablement devant une situation où il y a vraiment un problème de compétitivité de la base productive française qui est posée, et ce problème-là, les années passent et ne semble pas être résolu, et ça se traduit par ce que nous assistons aujourd'hui. Et face à cela, il y a des destins, des milliers de destins d'hommes et de femmes. Julien Drey, face à ces contraintes du marché, quand une entreprise décide de délocaliser, d'aller ailleurs, que peut le pouvoir politique? Alors d'abord, si Jean-Louis me le permet, je ferai une remarque. PSA n'est pas un groupe qui perd de l'argent. PSA est un groupe qui a, en bénéfice net, si je ne me trompe pas, fait 1,1 milliard d'euros cette année. Oui, on parlait de l'année dernière. Oui, bon d'accord, mais on n'est pas face à un groupe qui est adossé à une situation catastrophique qui l'amène à prendre des mesures d'urgence. On est malgré tout aussi sous la pression de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du cours de bourse, de la pression des marchés et du fait qu'il faut donner un certain nombre de mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Que peut le pouvoir politique? Le cours de bourse a perdu 58%. Voilà. Non mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est d'abord et avant tout là face à des licenciements qu'on appelle des licenciements boursiers. Donc oui, le pouvoir politique doit maintenant mettre son nez là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'abord, à l'échelle de l'Europe, de mettre en place une politique commune qui vise à éviter un certain dumping qui est posé, notamment sur le coût du travail. Deuxièmement, il y a aussi... Parce que c'est ça la question qui est posée dans l'achat des voitures. C'est quoi l'achat des voitures? C'est aussi une perte de pouvoir d'achat des citoyens, donc de la consommation. Donc il y a nécessairement des mesures de soutien à la consommation et à la croissance. Sur les licenciements boursiers, clairement, il faut les interdire, comme le disait d'ailleurs Ségolène Royal, que vous aviez soutenu en son temps. Je pense qu'il faut essayer de trouver des mesures qui fassent qu'il n'y ait plus... Non mais attendez, je ne crois pas qu'on puisse simplement décréter comme ça que les choses se réduisent par un slogan. Maintenant, la logique dans laquelle on est, c'est d'empêcher, par exemple, que les entreprises qui touchent notamment beaucoup de subventions d'État puissent continuer dans cette logique-là. Donc on doit conditionner les aides de l'État justement au soutien à l'emploi. Jean-Louis, on parle aussi de la bonne nouvelle du jour, même si elle est relative, elle est tout de même positive. C'est le rebond de la croissance et la question c'est est-ce que ça va durer? Alors 0,4% pour le troisième trimestre, on appelle ça une bonne nouvelle parce qu'on tablait sur zéro. Parce qu'en fait, c'est quand même pas un rétablissement spectaculaire de la croissance. 0,4%. Pour nuancer là aussi, il faut dire que pour le deuxième trimestre, on nous avait dit qu'on faisait 0,1% et le calcul refait donne moins 0,1. Donc là, il s'agit d'un chiffre provisoire. Mais enfin, prenons-le tel qu'il est, 0,4%, ce qui veut dire que la perspective de croissance pour 2011 du gouvernement est assurée, sauf catastrophe au quatrième trimestre qu'on ne voit pas sous nos yeux venir, et ce qui donne une certaine crédibilité à la perspective de 2012, quoi qu'on ne peut rien prédire. Cela dit, il y a quand même un problème, c'est que ce rebond de croissance de 0,4 par rapport à moins 0,1 au deuxième trimestre vient surtout de la consommation. Qu'est-ce qui peut arriver alors que la consommation va intégralement se réduire, puisqu'il y a un rognement des revenus, la dépense publique, elle, quant à elle, est gelée, et nos partenaires européens, que ce soit les Allemands, les Italiens, les Britanniques et les Espagnols, vont entrer dans un ralentissement plus ou moins prononcé, très prononcé au sud et relatif en Allemagne. Donc la croissance 2012 est incertaine, et ce qui le laisse prévoir, c'est que les créations d'emplois, malgré le 0,4, sont très très faibles. Le chômage augmente, bien sûr, et ça veut dire que les patrons ne se situent pas, ne se placent pas dans une perspective de vraie relance. Et dans tous les pays, les politiques de rigueur, enfin, les pays européens sont de mise. Julien Drey, qu'a-t-elle de différent la rigueur sauce Hollande par rapport à la rigueur sauce Sarkozy? C'est qu'elle ne concerne pas les mêmes, premièrement. Et deuxièmement, la rigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien gérer l'argent public. Mais bien gérer l'argent public... c'est la même définition à droite comme à gauche. Non, parce que je ne considère pas que l'argent public a été bien géré dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Au contraire, quand on a 85 milliards d'euros de pertes en recettes fiscales liées justement à ce fameux bouclier qui a favorisé les plus riches de nos concitoyens, il y a une mauvaise gestion de l'argent public et de la politique gouvernementale qui a été mise en place. Donc il y a une différence. Pourquoi? Parce que le mot rigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit bien gérer dans les temps qui viennent. Après, il y a des priorités. Notre priorité à nous, c'est d'abord de faire une réforme fiscale pour retrouver des marges de manœuvre, en abrogeant un certain nombre de dispositions qui nous ont privés des recettes. Et deuxièmement, parce que c'est ça la vraie question qui est posée, c'est d'ouvrir une politique de négociation sociale qui permette de maintenir le pouvoir d'achat et la consommation. Ça se fait à l'échelle de notre pays, mais ça se fait aussi à l'échelle de l'Europe. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que quand on discute aujourd'hui en Europe, on parle de rigueur, mais on ne parle pas de relance de la croissance. Or, l'Europe... Oui, parce qu'en face, les interlocuteurs, notamment allemands, vous parlent d'abord rigueur. Mais non, mais c'est pas parce que les interlocuteurs
interlocuteurs allemands nous disent que c'est comme ça qu'on doit obéir. Il y a un débat politique à mener à l'échelle de l'Europe, parce que je ne suis pas convaincu, par exemple, qu'y compris les industriels, 30 secondes, que les industriels allemands n'aient pas intérêt à ce que la croissance soit soutenue en Europe, parce que sinon, à terme, ils auront les mêmes problèmes que nous. François Hollande va se rendre notamment en Allemagne très bientôt. C'est pour ça qu'il va rencontrer. Je remercie Jean-Louis pour son analyse. On va continuer notre entretien et on va parler à présent de François Hollande et surtout d'un accord entre socialistes et écologistes au terme d'un bras de fer sur le nucléaire. Les deux parties se sont entendues, mais pas sur l'essentiel, à savoir notamment le chantier de l'EPR de Flamanville. Il s'agissait aussi pour François Hollande, lors de ces négociations, d'affirmer son leadership. Sur la gauche, y est-il parvenu? Dans un instant, votre réponse, Julien Drey. Mais d'abord, les faits avec Julie Dungeloff. Des semaines de négociations, des attaques et des petites phrases pour finalement ce texte d'une vingtaine de pages qui liste les points d'entente et de désaccord des deux parties. Cet accord, dans le fond, il montre l'essentiel. Nous sommes unis pour l'essentiel, mais nous ne sommes pas interchangeables. Nous avons effectivement des points de divergence et nous les notons. Sans surprise, un terrain d'entente a été trouvé sur les prochaines législatives. De 4 députés aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts passerait à 15 en cas de défaite de la gauche et de 25 à 30 en cas de victoire. Sur le nucléaire, plus question pour les écologistes d'obtenir la sortie de l'atome ni l'abandon du chantier de Flamanville. En revanche, la fermeture de 24 réacteurs a été actée d'ici 2025, ainsi que la mise en place d'une politique ambitieuse en matière d'efficacité énergétique. À droite, François Fillon dénonce le sacrifice d'un secteur d'excellence. Vous avez déjà sacrifié 24 réacteurs nucléaires aux circonscriptions et à l'échange électoral avec les Verts. C'est-à-dire que vous avez choisi de sacrifier l'un des rares avantages compétitifs de la France par rapport aux autres pays européens. Enfin, les Verts et les socialistes se sont mis d'accord sur une large réforme fiscale, l'introduction d'une dose de proportionnelle aux prochaines législatives et une réforme des retraites. Julien Drey, après le psychodrame PSVR, un accord est né. Est-il satisfaisant? Bon, il n'y a pas de psychodrame, vous avez deux parties. Tout va bien. Mais non, mais vous êtes extraordinaire. Il y a deux parties qui discutent et qui négocient. Ça ne s'appelle pas un psychodrame, ça s'appelle une négociation. Vous discutez souvent comme ça? On discute, oui. Parce que quand vous viril, votre discussion. Parce que dans votre vie quotidienne, quand vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est tout de suite un psychodrame. On ne lance pas d'ultimatum généralement, mais je vous laisse partir sur votre discussion. Alors, est-ce qu'il est satisfaisant cet accord? Donc, excusez-moi, il y a eu une discussion, chacun a fait valoir ses droits, et c'est normal que dans une discussion politique, chacun essaye de pousser le bouchon le plus loin possible. Mais chacun a respecté l'autre au final. Et quand vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'accord sur l'essentiel, si, il y a d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avez un document qui fait 12 pages, qui définit une politique alternative à celle du gouvernement en matière de croissance, en matière de solidarité, en matière fiscale et aussi en matière énergétique sur des grands domaines. Donc il y a des désaccords qui sont maintenus, mais c'est normal. Comme l'a dit Martine Aubry très justement, le Parti socialiste et les Verts, il n'y a pas égalité, nous ne sommes pas interchangeables. Chacun a, je dirais, sa spécificité. Et on l'a bien vu. La droite et une partie de la gauche ont fait un procès, font encore un procès en irresponsabilité à François Hollande. Quel visage a-t-il montré lors de ces négociations justement? Il a montré le village qui est le sien, c'est-à-dire qu'il avait dit dès le départ, dans les primaires socialistes, qu'il était pour une réduction de la part du nucléaire dans la production énergétique de la France, mais qu'il n'était pas pour la disparition du nucléaire. Donc il a fait mener cette négociation dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on ferme un certain nombre de réacteurs, qui sont des réacteurs par ailleurs qui sont soumis aujourd'hui à une discussion sur la sécurité de ces réacteurs. Et on ne peut pas dire, comme le dit M. Fillon, qu'il n'y a pas de risque avec le nucléaire. On ne peut pas défendre le nucléaire comme ça. On voit bien qu'il y a un problème qui est posé par la maîtrise de la technologie de cette énergie-là. Et donc, il faut préparer effectivement une transition. Et quand on nous dit on ferme des emplois d'un côté, mais on va en créer d'autres parce qu'on va justement faire cette mutation écologique. Une toute autre question, Julien Drey, c'est la dernière question de cet entretien. Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair ont décidé de saisir la justice dénonçant des atteintes à leur vie privée, évoquant un lynchage médiatique. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, moi, je suis toujours très prudent quand je vois apparaître des articles de presse qui sortent quelques éléments de déclaration, de procès-verbaux, sans que personne ne sache exactement la réalité. Et c'est vrai que concernant DSK, on a l'impression que c'est un feuilleton en répétition. Alors, je n'ai pas à me prononcer sur la réalité du dossier, mais je lis effectivement des confidences et des SMS ou des choses comme ça, et je pense qu'il faut arrêter, il faut laisser la justice faire son travail, mais pas l'instrumentaliser. Merci beaucoup Julien Drey d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis d'être resté avec nous. La suite du 22h avec le Sénat à présent qui remodèle de fond en comble le budget de la sécurité sociale. Les sénateurs socialistes sont patiemment détricotés les mesures phares de ce texte pour le rendre compatible avec le programme de la gauche. Delphine Girard.
Les sénateurs socialistes ne s'en cachent plus. Le budget de la sécurité sociale, tel qu'ils l'ont voté hier, préfigure bel et bien les orientations d'un gouvernement de gauche. Pendant une semaine, ils ont réécrit le texte du gouvernement en votant une série de mesures qui, selon eux, diminuent le déficit du régime général. Parmi elles, ils ont voté la fin de l'exonération des heures supplémentaires. Objectif, économiser 4,5 milliards d'euros, dont 2,9 pour la sécurité sociale. Le texte que nous allons voter dans quelques instants ne ressemble à rien à celui qui nous a été présenté, que nous a présenté le gouvernement. Il représente pour nous l'esquisse de ce que pourrait représenter un vrai projet de gauche pour la sécurité sociale, un projet fondé sur les valeurs de sécurité et de solidarité, un projet qui ne renie pas les acquis d'un système hérité du Conseil national de la résistance. Xavier Bertrand, ministre du Travail, a fustigé l'attitude du Sénat, vitrine de ce que ferait la gauche au pouvoir selon lui. On sort de l'ambiguïté qu'a ces dépenses, c'est fait pour la majorité sénatoriale. Le résultat est clair, plus de dépenses, plus de prélèvements. Le candidat socialiste a du mal à sortir de l'ambiguïté, vous l'avez fait pour lui. Une commission paritaire doit se réunir demain pour faire la synthèse entre les versions votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Un compromis qui a peu d'espoir d'aboutir, d'autant que ce texte a été rendu caduc par les annonces contenues dans le plan de rigueur et qu'un projet de loi rectificatif sera soumis au Parlement le 5 décembre prochain. Et la suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. La question était revenue sur le devant de la scène avec le procès de Jacques Chirac. Les sénateurs socialistes s'attaquent au statut pénal du chef de l'État. Il s'agit pour eux de remettre en cause, dans un cadre précis, la destitution du président de la République. En cas de manquement grave à l'exercice de ses fonctions, le président de la République puisse être passible de la haute cour de justice, non plus pour haute trahison comme c'était le cas par le passé, mais maintenant pour des manquements graves. Le texte est débattu en ce moment au Sénat. Parisa Chiari aime les traditions et pour elle, pas question de remettre en cause celle de l'accueil des étudiants étrangers. La vice-présidente du Sénat a saisi le Premier ministre. Objectif, faire retirer la circulaire du 31 mai, une mesure qui restreint l'accès au travail à des étudiants immigrés mais diplômés en France. C'est vraiment une expérience post-formation qu'on doit considérer comme telle et qui vaut pour le rayonnement de la francophonie, le rayonnement de la France, le rayonnement de notre économie et le rayonnement de l'attractivité de nos grandes écoles et de nos grandes universités. Du côté du ministère de l'Intérieur, on calme le jeu. 360 dossiers sont actuellement en cours d'examen. Ils étaient pêcheurs, étudiants, électriciens en Somalie et se retrouvent aujourd'hui sur les bancs de la justice en France. Le premier procès des 6 pirates somaliens s'est ouvert ce matin à Paris. Ils sont accusés d'avoir pris en otage un couple de Français à bord d'un voilier. Les avocats des accusés minimisent leur participation aux faits. Si vous voulez, dans cette affaire, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas au départ une structure très organisée qui a prémédité son fait. Ce sont des gens qui ont été pris un peu en raison de leurs compétences. Voilà, il y avait un cuisinier, il y avait un marin, et on leur a demandé de venir. Un procès, premier du genre en France. Au Liban, il y a des questions qui fâchent et le régime voisin de Syrie en fait partie. Au cours d'un talk show, le débat s'envenime entre 2 responsables politiques qui en viennent aux mains. La cause de cet affront, Bachar al-Assad, que l'un des deux a qualifié de menteur. Voilà. Et pourvu qu'on ne connaîtra pas de débat dans ce 22h comme on l'a vu dans ce sujet. On va parler à présent de toute autre chose, de la droite sous Nicolas Sarkozy, alors que le très probable candidat a de plus en plus de mal à se cacher sous le costume du président. Comment se porte le parti, l'UMP? Où en sont les rivalités, les haines et même peut-être l'amitié, la proximité entre certains loups du camp majoritaire? On en parle avec le journaliste à Libération, Alain Onfray. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes auteur de ce livre, raconté d'ailleurs à la manière d'un thriller, Les loups et les chiens. La droite sous Sarkozy. Alors d'abord, est-ce que les loups s'entendent avec les chiens, généralement? Les responsables politiques de la majorité sont tous un peu loups, un peu chiens. En vérité, ça dépend des périodes. Ce titre m'a été inspiré par Jean-François Copé,
qui au début du quinquennat, pour décrire sa différence d'avec Xavier Bertrand, avait tendance à se comparer au loup de la fable de La Fontaine. Xavier Bertrand étant lui le chien qui porte au cou la marque du collier de son maître. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est Jean-François Copé qui occupe les fonctions qu'occupait à l'époque Xavier Bertrand. Donc c'est compliqué de dire où sont les loups et où sont les chiens. Ce que ce titre veut dire, c'est que en politique, en général, et à droite en particulier, et tout particulièrement sous Nicolas Sarkozy, les rapports sont particulièrement violents, les concurrences sauvages. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu... mi-loup, mi-chien, finalement, voilà. Parfois. Est-ce que la majorité du président, sur laquelle il va s'appuyer d'ailleurs en 2012, est-ce qu'elle est sarkozyste? Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je rappelle une chose déjà, c'est qu'au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, qui est une élection très forte, triomphale, j'allais dire, 53% en tout cas, c'est vraiment très clair, très net. Cette élection de mai 2007 est suivie par des élections législatives qui sont pas si nettes que ça. Bien sûr, il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais la majorité qui va être censée mettre en œuvre la rupture voulue par Nicolas Sarkozy, c'est une majorité qui est la même que celle qui a soutenu Jacques Chirac, et même un petit peu rétrécie, puisqu'il y a eu, vous vous en souvenez sûrement, quelques déconvenues en juin 2007. Et donc, on se trouve dès le départ dans ce paradoxe qui me paraît quand même assez important, hein, d'un président de rupture très transgressif, soutenu par une majorité qui, elle, est largement façonnée par Jacques Chirac, celui que Nicolas Sarkozy appelait le roi fainéant. Ouais. Et vous parlez d'une famille relativement éclatée avec plusieurs chapelles, mais comment vous expliquez qu'entre les déçus, les frustrés de cette majorité, finalement, elle se rassemble, puisqu'on a réussi à neutraliser, entre guillemets, Jean-Louis Borloo, peut-être à venir Dominique de Villepin. Finalement, on a l'impression d'un camp en ordre de bataille. Oui, quand même. Bon, je pense qu'effectivement, plus on va approcher de l'échéance, plus ce qu'ils donneront à voir, c'est une unité derrière le président de la République et derrière le président candidat. Mais il n'en reste pas moins vrai que cette majorité est traversée par des courants contradictoires, par des forces centrifuges, et qu'il y a notamment un point, c'est que beaucoup des personnages de mon livre, Jean-François Copé, François Fillon, les plus jeunes, les cadras, les quinquas, etc., sont quand même très intéressés par le coup d'après, par les coups d'après. Hein, les élections territoriales. C'est entre autres que se joue l'avenir de la droite. 2014, les élections de 2017. Et puis il y a quand même une chose à quoi il faut s'attendre, c'est que le 6 mai 2012, quoi qu'il arrive, hein, que Nicolas Sarkozy soit élu ou battu, la question qui se posera à droite ce soir-là, ce sera celle du leadership. Hein. Elle est ouverte. Hein, dès lors que l'élection est passée, la question du leadership s'ouvre. Pour finir, Alain Offray, de qui ont-ils appris ce comportement de loup? De qui ont-ils appris que le pouvoir se conquiert finalement en meute? Alors, l'image de la meute, qui est aussi d'ailleurs une des raisons de ce titre, effectivement, hein, elle est propre aux Chiraciens. Hein, c'est des gens comme Jacob ou François Baroin. Donc Jacques Chirac, au fond, c'est lui qui a... Hein, le chef de meute. Oui, ils utilisent volontiers cette image-là. Ils chassent en meute, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un des aspects du livre. Je décris comment la meute chiracienne a fini par s'imposer dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, au point que aujourd'hui, gouvernant à côté d'Alain Juppé, qui le regarde comme un homme d'État, ce qui est pour Sarkozy un émerveillement constant, les sarkozystes deviennent inutiles. Hein, puisque les Chiraciens sont là autour de lui et qui lui sont apparemment fidèles. Et tout est dit. Alors c'est vraiment raconté à la manière d'un thriller. Ce n'est pas que pour les journalistes et les responsables politiques. C'est vraiment à lire. On comprend vraiment la recomposition de tout un clan, de toute une famille, les loups et les chiens. La droite sous Sarkozy d'Alain Offray aux éditions du Moment. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous dans un instant. Votre émission politique, preuve par 3. Eh bien, c'est la ministre de cette même famille, Roselyne Bachelot. Belle soirée à vous et à demain. Roselyne Bachelot, la ministre des Solidarités, est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir madame, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Public Sénat au moment où Nicolas Sarkozy, que vous avez accompagné à Bordeaux, a lancé sa campagne sur le thème des fraudes
sociale, il y a bien sûr également des impératifs économiques et un souci d'équité, on en parlera. Avec moi ce soir et dans un instant, Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis Perrine Tarnot de Public Sénat. Roselyne Bachelot, pour rassurer celui que vous appelez votre petit frère, François Fillon, attention ce soir à bien choisir vos mots. Hein ? Et il y a une petite mise au point du Premier ministre qui vous a certes défendu devant les députés UMP, hein, lorsque vous avez peut-être expliquer de quoi il s'agit. Vous avez défendu la déductibilité des dons aux associations, mais vous avez eu un mot malheureux, semble-t-il, puisque vous avez dit que la proposition, l'amendement de l'UMP était intolérable. Oh, j'ai simplement affaire à aider des personnes qui sont en très grande difficulté. Et la perspective de diminuer la déductibilité avait entraîné une très grande inquiétude chez ces associations. On pense au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire, à toutes celles qui se déploient pour le logement des plus faibles, des plus démunis, pour la prise en charge de leur santé, pour évidemment leur alimentation. Et cette perspective leur était effectivement intolérable et causait beaucoup d'inquiétudes. Alors je comprends la réflexion qui est une réflexion théorique, si je puis dire, sur les niches fiscales, mais moi j'ai en charge ces personnes les plus démunies et je suis aussi la porte-parole de leurs inquiétudes, c'était tout à fait normal. Et d'autant que la décision avait été parfaitement arbitrée par le Premier ministre et il n'était pas question pour le Premier ministre ni pour la ministre en charge du budget, Valérie Pécresse, de donner un avis positif du gouvernement sur cet amendement. Donc j'étais parfaitement raccord avec les décisions qui avaient été prises avec le gouvernement. On peut quand même se poser la question, Roselyne Bachelot, alors que l'État est en faillite, hein, est-ce qu'il est tolérable que lorsqu'un généreux donateur offre 100 à une association, l'État lui rembourse 75 ? Nous avons décidé, dans le plan de retour à l'équilibre, que nous sanctuariserions les politiques qui étaient destinées aux plus faibles et aux plus démunis. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de continuer l'augmentation de l'allocation d'adultes handicapés. Elle aura augmenté de 25% pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. De préserver le pouvoir d'achat des retraites, de continuer l'augmentation du minimum vieillesse, de ne pas toucher à la TVA à 5,5 pour l'alimentation. C'est le principal poste pour les familles les plus modestes. Donc, voilà, il y avait donc il y a une cohérence dans le plan de retour à l'équilibre du gouvernement, protéger les plus faibles, et ceci n'aurait pas été en cohérence avec le plan. Malgré ces cohérences que vous défendez, quand même, ce plan de rigueur fait tiquer les familles. On y reviendra parce que quand même, ça leur coûtera un peu d'argent, notamment pour celles qui espéraient une plus forte augmentation des prestations sociales. On y revient tout à l'heure. Je peux vous répondre tout de suite. Il y a en ce moment des pays qui, en Europe, décident de sabrer dans la protection sociale. Je vous signale que, par exemple, au Royaume-Uni, 12 milliards d'économies sur la protection sociale. On n'en est pas là. Des prestations